Capital. Objectif de rentabilité non garantie, durée de détention minimum conseillée 10 ans. Pendant les journées Audi All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Du 8 au 17 juin, profitez en exclusivité d'offres de financement exceptionnelles, avec entretien et extension de garantie offerts sur toute la gamme Audi, chez tous les partenaires, partout en France. Rendez-vous chez votre partenaire Audi ou sur audi.fr. Offre de location avec option d'achat réservée aux particuliers, sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Voir détails et conditions sur audi.fr. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Radio classique. Oui, Ségolène, sortons de ce vernissage si peu intéressant et filons maintenant découvrir le superbe style Citroën C3 graphique. Maintenant? Oui, car ce sont les jours c'est maintenant chez Citroën et c'est maintenant qu'il y a des offres sublimissimes. En ce cas, sortons expressément en profiter. Pendant les jours c'est maintenant, Citroën C3 graphique avec pack safety et tablette tactile est à partir de seulement 12 490 € avec les reprises Eco-Inspired. Portes ouvertes ce week-end. Citroën. Offre valable jusqu'au 30 juin sous condition de reprise cumulable à la prime à la conversion de l'État. Conditions sur service-public.fr et sur citroën.fr. Pour trouver en quelques jours des dirigeants et managers d'exception, contactez EIM. Depuis 30 ans, le leader européen du management de transition. Rendez-vous sur EIM.com. Et avec EIM, retrouvez chaque matin la question écho du jour à 6h55 sur Radio Classique. Vous êtes bien avec Radio Classique. Mercedes-Benz. Alors, tu le veux où ce tatouage? Sur l'épaule. Pas de problème. Cécile, dans un cœur sur l'épaule. C'est qui cette Cécile? Ma copine. Ça fait combien de temps, vous deux? On s'est rencontrés hier soir en boîte. Ok. L'engagement ne vous fera plus peur. Avec Mercedes-Benz Flex, la location longue durée devient totalement flexible. Choisissez une Mercedes en juin 2018 auprès de Mercedes-Benz Financement et vous pourrez en changer dès 2019. Découvrez toutes nos offres chez votre distributeur lors des rendez-vous décisifs les 16 et 17 juin. Conditions sur mercedes-benz.fr. Ouverture selon autorisation préfectorale. – 19h-20h avec Patrick Poivre d'Arvor sur Radio Classique. Bonsoir à tous, après le journal et notre rendez-vous Économie Soir. Vers 19h15, le grand débat opposera Béatrice Houchard de l'Opinion à Dominique de Montvalon. À partir de 19h30, dans la page culture, Corinne Touzé à l'affiche de la pièce Voyage en ascenseur au théâtre Rive Gauche et Joachim Schnerf, le lauréat du prix Orange 2018 pour son livre Cette nuit. Ensuite, Elodie Fondacci nous parlera du roman d'Anne Tyler qui s'appelle Vinegar Girl. Guy Boyer de Connaissance des Arts nous fera découvrir la rétrospective consacrée à l'Union des artistes modernes par le Centre Pompidou. Mais tout de suite donc le journal avec Loïc Loury. Bonsoir Loïc. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Il a été annoncé à grands coups de clairon, annulé puis reprogrammé. Le sommet de Singapour doit avoir lieu dans 8 heures. Donald Trump face à Kim Jong-un, image inédite entre deux meilleurs ennemis. On en parle après ces titres. À suivre aussi le sort de plus de 600 migrants toujours bloqués sur l'Aquarius, ce navire humanitaire français. Et puis la polémique Medine du nom de ce rappeur programmé au Bataclan. Tout le monde n'a pas envie de le voir sur scène. Radio Classique. Donald Trump face à Kim Jong-un. Le sommet historique de Singapour doit débuter dans 8 heures. Et personne ne contredira le président américain. Il y a de l'excitation dans l'air, disait-il hier sur Twitter, bien évidemment. Du côté nord-coréen également, pas de pression en apparence en tout cas. Kim Jong-un a même fait une petite balade nocturne, Marc Tédé, à Singapour. Oui, il a notamment été aperçu au Marina Bay Sands Hotel, un gigantesque complexe hôtelier devenu l'un des symboles de Singapour, établissement réputé pour ses machines à sous. Autant dire que l'atmosphère est plutôt détendue côté nord-coréen à la veille de ce sommet historique car le tête-à-tête entre les dirigeants américains et nord-coréens était inimaginable il y a quelques mois lorsque Kim Jong-un évoquait un vieux fou gâteux au sujet de Donald Trump et que le président américain surnommait son homologue le petit homme fusée ou le petit gros depuis la tribune des Nations Unies. Les deux chefs d'État s'apprêtent demain à discuter d'une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Exigence américaine rappelée ces dernières heures. La Corée, de son côté, demande une levée progressive des sanctions et des garanties de sécurité. Reste la Chine, dernier allié et soutien de Pyongyang, un acteur qui n'est pas partenaire de la discussion, mais qui entend bien garder une main sur la négociation de son protégé. Kim Jong-un est d'ailleurs arrivé à Singapour dans un avion d'Air China affrété spécialement par Pékin.
tout un symbole. En cas d'ouverture économique, pas question de laisser Pyongyang se jeter dans les bras de Washington. Et merci Marc Tédé en direct. Sommet historique donc prévu à 3h du matin cette nuit en heure française. On y reviendra largement bien sûr dans la matinale de Radio Classique. Toujours à l'étranger, le nouveau ministre italien de l'Intérieur crie victoire. Victoire sur le dos de centaines de migrants, 629 précisément, toujours coincés à bord de l'Aquarius, ce navire humanitaire français. Depuis hier, l'Italie et Malte refusent en effet de les laisser accoster. C'est finalement l'Espagne qui se propose désormais de les accueillir. Le problème, c'est que cela représente 1300 km à parcourir et qu'une déclaration de principe, celle de Madrid donc, n'est pas suffisante. Écoutez Fabienne Lassalle, secrétaire générale adjointe de SOS Méditerranée, l'organisation qui affrète l'Aquarius. Rien n'est fait, loin s'en faut. Nous n'avons à l'heure actuelle qu'une déclaration politique de l'Espagne qui dit vouloir accueillir. Alors on peut s'en réjouir, mais il n'y a aucune traduction opérationnelle. Si je reprends un point de vue strictement opérationnel, je vous dirais que c'est vraiment pas idéal parce que aller en Espagne, c'est une navigation de plus de 3 jours supplémentaires. Donc c'est 3 jours dans un sens, 3 jours dans l'autre, ce qui signifie 6 jours pendant lesquels nous ne serons pas sur la zone pour pouvoir faire d'autres sauvetages. Je ne suis même pas sûre de la faisabilité de cette proposition. Alors, la situation que nous vivons aujourd'hui, elle est totalement inédite. Il est intolérable que des affrontements politiques se jouent sur le dos de la vie de centaines de personnes. C'est juste insupportable. Des propos recueillis par Éric Kioch. Malte, qui refuse donc d'accueillir ces migrants, propose aujourd'hui de leur envoyer des vivres directement sur l'Aquarius. Et du côté de la France, c'est silence radio. Radio Classique. 19h04 sur Radio Classique. En France, un suspect des attentats du 13 novembre 2015 a été inculpé. Il s'appelle Osama Krayem, il a 25 ans, né en Suède, de parents syriens. Il aurait fait partie de la cellule franco-belge à l'origine des attaques de Paris. Depuis 2 ans, il était emprisonné en Belgique. Il dément toute implication, notamment la fabrication d'explosifs. Dans ce contexte, voilà une polémique dont beaucoup se seraient bien passés. Des voix s'élèvent pour interdire le passage du rappeur Medine au Bataclan en octobre prochain. Dans une chanson de 2015, notamment, il chantait « Crucifions les laïcards », insupportable pour Marine Le Pen, Laurent Wauquiez ou d'autres. Alexis Lebrun est le porte-parole de Life for Paris, une association de victimes. La salle, dit-il, est libre de sa programmation. Life for Paris n'est pas un organe de censure. La polémique ne partait pas des victimes des attentats elles-mêmes. La programmation des concerts de Medine au Bataclan, ça a créé exactement 0 réaction parmi nos 700 membres victimes des attentats ce week-end. Sur l'interprétation des paroles, chacun est libre d'écouter ou pas, d'aimer ou pas, d'aller au concert ou pas. Les victimes des attentats du 13 novembre, ça peut pas être un prétexte qu'on brandit une fois par an pour servir une petite polémique qu'on crée sur les réseaux sociaux quand on en a besoin, alors qu'on s'en désintéresse totalement le reste du temps. Donc nous, on n'est évidemment pas dupes de ce type de manipulation, que ce soit de Donald Trump ou de la classe politique française, quel que soit le bord. Alexis Lebrun, le porte-parole de Life for Paris, une association de victimes du 13 novembre à Paris. Et Bertrand Cantat, lui, a mis fin à des mois de polémique. L'ex-chanteur de Noir Désir, condamné pour la mort de Marie Trintignant en 2003, met fin à sa tournée. 2 dates, une à Pau, une à Bordeaux, sont donc annulées. C'était attendu. Sénateurs et députés se sont mis d'accord sur une version commune de la réforme du rail. Le projet de loi était aujourd'hui en commission mixte paritaire. Il doit être adopté définitivement par l'Assemblée mercredi prochain, puis par le Sénat le jour suivant. Avec la réussite de cette commission mixte paritaire, cette navette devrait être une formalité, mais tout n'est pas terminé pour autant. Reste à négocier la convention collective. Rémi Aufrère-Privel est secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminot. Que la CMP ait accepté certaines garanties sociales, ça nous rassure, mais c'est qu'une des étapes de la négociation. La deuxième étape, c'est vraiment la négociation tripartite, doublée d'une négociation au sein de l'entreprise SNCF. C'est ce que nous attendons des engagements de la part de l'État comme du patronat, avec des mesures immédiates. Et dans ces conditions, évidemment, les cartes seront sur la table et les cheminots pourront juger, et nos mandants pourront décider d'une évolution du mouvement ou pas. On n'a pas à se désolidariser des autres syndicats, on a juste à prendre nos responsabilités. Mais vous savez, on ne fera jamais grève éternellement.
Rémi Auffrère-Privel avec Lucie Cocard, le secrétaire général adjoint de la CFDT cheminot. La grève demain en tout cas continue. 3 TGV et 3 Transiliens sur 5 doivent circuler ainsi qu'un TER sur 2. Journée de la colère cheminote, c'est son nom, pour laquelle l'intersyndicale appelle à une participation massive. Du football maintenant, puisque nous sommes à 3 jours du début de la Coupe du Monde et à 6 jours du début du premier match français. Les Français qui sont en Russie depuis hier. Et l'équipe de France peaufine sa stratégie à Istra, dans son camp de base situé au nord de Moscou. Pour Didier Deschamps, le sélectionneur, plus de secret avec les joueurs à sa disposition. Il faudra attaquer et garder le ballon. Je construis mon équipe pour tous les matchs, qu'elle aille de l'avant et qu'elle crée des problèmes à l'adversaire. C'est un rapport de force, tout dépend qui on a en face, mais je préfère qu'on ait le ballon. Je pense qu'on est beaucoup plus performant dans la possession, même si la possession pour la possession, c'est pas forcément quelque chose qui amène de l'efficacité. On est plus performant dans l'attaque rapide que dans l'attaque placée. L'idée fixe, c'est d'avoir le ballon et de faire en sorte de créer des problèmes à l'adversaire. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, à propos de l'un de ses coéquipiers de France 98, c'est confirmé. Patrick Vieira entraînera Nice la saison prochaine. Il était cette saison sur le banc d'un club new-yorkais. Merci beaucoup Loïc. Bientôt 19h09 sur Radio Classique. Un opéra de Rossini, c'est déjà un morceau d'Italie. Et l'Italie, vous pensez la connaître? Vous avez déjà soupiré sous les ponts vénitiens, conversé avec César sur le forum romain, flâné avec Botticelli dans les musées florentins? Et si vous découvriez une autre Italie? Du charme baroque du Sud aux splendeurs des Dolomites, en passant par l'atmosphère moyenâgeuse des villages du centre, respirez cet inimitable art de vivre à l'italienne. Cette année, voyagez en Italie. À chacun son Italie sur italia.it, le site du tourisme en Italie. Après la fermeture, dans une agence Profil Plus. Je viens de faire installer les tout nouveaux pneus utilitaires toute saison Michelin sur la camionnette de Monsieur Galera. L'Agilis Cross Climate, ce pneu est incroyable. Il est adapté à toutes les conditions météo. Les flancs sont renforcés comme sur les camions et sa longévité est tellement bonne qu'en moyenne, c'est 4 pneus économisés tous les 100 000 km. Et d'ailleurs, les sociétés peuvent aussi profiter de la promo sur ce pneu. Jusqu'au 30 juin chez Profil Plus, obtenez jusqu'à 80 € pour l'achat de pneus Michelin été ou Cross Climate. Profil Plus, demandez plus à vos pneus. Conditions sur profilplus.fr, mention légale sur michelin.fr. Pour leur 14e édition, les Étés de la Danse présentent 2 programmes exceptionnels. Un hommage à Jérôme Robbins avec le New York City Ballet, le Joffrey Ballet, le Miami City Ballet et le Perm Opera Ballet. Puis un programme contemporain proposé par le Pacific Northwest Ballet avec des chorégraphies signées William Forsythe, Benjamin Millepied, Crystal Pite, Christopher Wheeldon et bien d'autres. Les Étés de la Danse avec l'Orchestre Prométhée, c'est du 25 juin au 7 juillet à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Informations sur lesétédsdeladance.com. Avec Peugeot, roulez surclassé avec style. Depuis que votre collègue vous accompagne au bureau avec sa sublime Peugeot 208 avec écran tactile et caméra de recul, vous lui proposez de faire vous-même la manœuvre pour la garer sur son emplacement de parking réservé. En ce moment, la Peugeot 208 style suréquipée est à partir de 109 € par mois avec caméra de recul et entretien offert. Location longue durée, 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1 550 €, prime conversion déduite si éligible jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. En forêt de Compiègne, le Festival des Forêts vous invite à vivre l'expérience unique d'un bain de nature musicale. Du 15 juin au 15 juillet, détendez-vous lors de marches musicales de ressourcement inspirées des bienfaits de la sylvothérapie. En forêt ou devant des fresques lumineuses, au Théâtre Impérial ou au Château de Pierrefonds, retrouvez le trio Wanderer, Emmanuel Rosfelder, Camille et Julie Berthollet, Emmanuel Bertrand, Pascal Amoyel, Carole Beffa. Le 26e Festival des Forêts, du 15 juin au 15 juillet, à Compiègne, à 1 heure de Paris. Informations sur festivaldesforêts.fr. Radio Classique, Économie Soir, avec Céline Cajoulis. Bonsoir Céline. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. À partir du 1er juillet, le prix des tarifs réglementés du gaz pourrait augmenter de 6,5%. Oui, c'est la préconisation faite aujourd'hui par la Commission de régulation de l'énergie, soit en moyenne une hausse de la facture de 80 € par an. Aujourd'hui, la moitié des Français est restée au tarif réglementé, qui dans les prochaines années va d'ailleurs continuer à augmenter, comme nous l'explique Sébastien Zimmer du cabinet Emerton. Il y a aujourd'hui un mécanisme de couverture des coûts qui est hérité des monopoles historiques, et cette obligation de couverture des coûts conduit à une augmentation progressive des tarifs réglementés de vente à mesure que les volumes vendus diminuent. Donc cette augmentation des coûts accélère en réalité la disparition progressive
des tarifs réglementés de vente. On a de plus en plus de foyers, de clients qui quittent les tarifs réglementés de vente pour aller acheter leur gaz à la concurrence. Et c'est une tendance qui ne peut que se renforcer dans les années qui viennent de façon mécanique. Propos recueillis par Éric Mauban. Le gouvernement fait un geste pour ceux qui font appel à des aides à domicile ou à des gardes d'enfants. Oui, le gouvernement va avancer à janvier prochain, au lieu de mars, la date de versement de l'acompte de 30% de crédit d'impôt dans le cadre du prélèvement à la source, soit 1,5 milliard d'euros. Une mesure destinée à donner un coup de pouce aux contribuables qui, sinon, auraient dû payer chaque mois l'impôt sans les réductions auxquelles ils avaient droit. Les 70% restants seront versés en septembre 2019. Dans la course à la présidence du MEDEF, le conseil exécutif se prononce finalement en faveur de Geoffroy Roux de Bézieux. Il est arrivé devant l'autre favori, Alexandre Sobo. Un vote qui n'est que consultatif, puisque le président du MEDEF sera élu le 3 juillet prochain par l'Assemblée générale de l'organisation. D'ailleurs, lors de la précédente élection, alors que Geoffroy Roux de Bézieux était arrivé en tête du vote du conseil, c'est finalement Pierre Gattaz qui avait été élu président du mouvement patronal. La France est de plus en plus attractive pour les investisseurs étrangers. Selon l'étude annuelle du cabinet de conseil EY, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y a eu 31% de projets d'investissement supplémentaires, ce qui fait de la France le deuxième pays européen le plus attractif après le Royaume-Uni. Et à cause du Brexit, Paris est même passé devant Londres. Alors on parlait tout à l'heure football avec Loïc Loury, alors que nous célébrons cette année les 20 ans de la victoire de la France en Coupe du Monde. Zinedine Zidane reste le sportif qui inspire le plus les salariés français. Oui, selon un sondage du site monster.com, le célèbre numéro 10 des Bleus de 98 est celui pour qui la moitié des salariés aimerait bien ressembler. Son côté travailleur, son humilité et sa discrétion sont des qualités qui les inspirent. Et pour terminer, les marchés financiers. Ce soir, Paris a terminé en hausse de 0,43% et en ce moment à New York, le Dow Jones progresse de 0,28% et le Nasdaq de 0,34%. Merci beaucoup Céline Cajoulissi. Il est 19h14 sur Radio Classique. Dans un instant, le grand débat avec Béatrice Houchard et Dominique de Montvalon. Vous êtes bien sur Radio Classique avec Poulenc. Et voilà, vous avez 40 ans. Et ça fait 40 ans que vous êtes trop jeune. Trop jeune, ado, pour avoir un scooter. En seconde, pour sortir avec un terminal. Quand vous avez commencé à travailler, vous manquiez d'expérience. Trop jeune encore. Et voilà, vous avez 40 ans. Et vous êtes assez grand pour tout, même pour porter des lunettes. Si vous êtes né entre 1968 et 1978, venez tester gratuitement votre vue chez Atoll et découvrir les verres Essilor. Atoll, mon opticien. That's all. Ce test n'est pas un examen médical. Dispositif médical CE. Consacré à Claude Debussy, le nouvel enregistrement de Pablo Heras Casado à la tête du Philharmonia Orchestra vient de paraître. Retrouvez La Mer, le prélude à l'après-midi d'un faune et la suite du martyre de Saint-Sébastien. Le Philharmonia Orchestra, sous la direction de Pablo Heras Casado, célèbre le centenaire de la mort de Debussy. Une nouveauté, Harmonia Mundi. Dans mon atelier, à l'abri des regards, je garde mes œuvres les plus secrètes, les plus audacieuses. Ce ne sont pas des paysages, ce sont mes modèles. Ils dévoilent la part intime de mon œuvre.
L'exposition Corot le peintre et ses modèles, actuellement au musée Marmottan-Monet, à Paris, avec Radio Classique. Quoi de plus précieux que les femmes et les hommes qui composent votre entreprise ? Pour attirer et garder vos talents, la qualité de votre politique de protection sociale complémentaire est une donnée essentielle. Chez Ener, depuis 70 ans, nous vous accompagnons en toute indépendance. Ener, courtier gestionnaire en assurance de personnes, en France et à l'international. Retrouvez-nous sur ener.com, he2ner.com. Radio Classique, le grand débat du soir avec Patrick Poivre d'Arvor. Un grand débat qui va opposer ce soir Béatrice Houchard, bonsoir. Bonsoir. Qui travaille à l'Opinion, et Dominique de Montvalon, bonsoir. Patrick. Alors on va peut-être commencer par les revirements, les coups d'éclat de Donald Trump qui n'étonnent plus personne, mais bon, quand même, il n'empêche, il a la main. Vous attendez quelque chose de ce sommet qu'il va avoir demain avec le président nord-coréen à Singapour ? Béatrice Houchard. Avec lui, c'est toujours un peu difficile de savoir, parce que même quand parfois il y a un accord comme l'autre jour, ou un semblant d'accord comme l'autre jour il le déchire au G7, il prend l'avion, il fait un tweet et il fiche tout en l'air. Donc c'est difficile de voir ce que ça va donner. Il joue un peu au quille, il joue au quille, alors il envoie balader l'accord climat, l'accord avec l'Iran, les accords commerciaux, les alliés. Alors là, on n'est pas sur la Corée, mais sur les alliés de l'Europe de l'Ouest, qui pose un vrai problème, parce qu'apparemment, il a fait une croix sur, on va pas dire sur tout ce qui a existé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais comme si finalement tous ces alliés des deux guerres mondiales, finalement pour lui ça n'existait plus. La question étant, est-ce que c'est une parenthèse parce que Trump serait une parenthèse, ou est-ce que ça révèle quelque chose de plus profond de la vision du monde par les Américains ? Bon, c'est évidemment trop tôt pour le savoir, mais ça ouvre un champ de perplexité. Il est vrai qu'il est toujours populaire, Dominique de Montvalon. Oui. On a vu dans les sondages à peu près la même chose que Obama ou. Absolument. On l'a pas vu venir. Je dis on très généreusement, mais c'était l'avis à peu près tous les spécialistes, tous les experts, avec guillemets ou sans guillemets. On l'a pas vu venir, il a été élu, on a cru que ce serait une foucade, il y aurait peut-être un impeachment contre lui, enfin bref, qui ne tiendrait pas au pouvoir. Et on est en train de s'apercevoir que les sondages sont au rendez-vous pour lui, on verra, parce que ça change vite, mais sont au rendez-vous, et que la possibilité que on va même jusqu'à la fin de son mandat, qu'il puisse être élu pour un second mandat, devient parce qu'en plus il y a des résultats économiques. Absolument. Oui, et sa politique économique notamment est approuvée par presque un Américain sur oui, c'est vérifique. On aimerait en avoir un bout. Et il tient ses promesses. Je partage l'avis de Béatrice, on va pas chercher à se contredire artificiellement. C'est important de voir ce qui va se passer là-bas, parce que derrière la Corée du Nord, il y a la Chine. La Corée du Nord ne pourrait pas aujourd'hui on va pas me transformer en spécialiste de Corée du Nord, mais c'est une grosse évidence qu'il convient de rappeler avec 3 traits rouges en dessous pour que ce soit bien dans nos têtes. La Corée du Nord ne pourrait pas avoir perduré, ne pourrait pas avoir été ce qu'elle est, ne pouvait pas avoir fait monter les enchères comme elle l'a fait s'il n'y avait pas eu le soutien actif ou passif de la Chine. Et donc, quelque part, le point commun entre ce qui s'est passé au G7 canadien et ce qui va peut-être se passer dans le sommet de Singapour, c'est qu'au fond, on a l'impression qu'en dehors de la dimension qui est capitale et qui est spectaculaire du tempérament de briseur de vaisselle et de renverseur de table de Trump, ça pose déjà des problèmes, il y a peut-être une orientation américaine qui s'oriente du côté de la Chine et de ses relais, et qui, au fond, nous, pauvres Européens, nous met au mieux au second rang. Dans notre ancien monde, pour reprendre une expression. Absolument. Ce qui va nous poser, si ça se confirme, des problèmes considérables. Et Béatrice Houchard, est-ce que finalement, d'une certaine manière, Donald Trump n'est pas en train de nous prouver que ces grandes institutions, type G7 et autres, servent plus à grand-chose ? Oui, on en avait déjà parfois l'intuition après certaines réunions, où au-delà des grands-messes, des communiqués communs et des photos de famille, là je crois qu'il n'y a pas eu de photos de famille, sauf erreur de ma part, il n'y a pas toujours des grands résultats derrière. C'est une espèce d'affichage, et oui, d'une certaine manière, il est en train de nous démontrer ça, malgré les efforts en face de Emmanuel Macron, Angela Merkel et les autres. On se retrouve avec des gens, aussi bien lui, mais aussi Poutine, ça, qui n'en font qu'à leur tête. Qui passe par-dessus la tête de tous ces organismes. Oui. Non, ça pose des tas de questions sur les organisations internationales au-delà de l'OMC, le G7. Absolument, ça pose des questions sur les organisations internationales, et en même temps la force d'un
la force d'un Trump, sans chercher le paradoxe, c'est de pouvoir se poser comme celui qui fait un bras d'honneur à ces organisations internationales en question. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un répondant qu'il maltraite, qu'il bouscule, qu'il piétine éventuellement, c'est du moins son intention, pour qu'il puisse exister. Puis Ce qui doit aussi beaucoup plaire à son électorat, comme on le disait tout à l'heure. Mais américano-américain, ça marche. America first. En tout cas pour le moment. Le problème serait peut-être, et si demain tout le monde se trumpisait, dans quelle planète vivrions-nous ? Aujourd'hui, c'est pas forcément toujours glorieux, mais ça poserait quand même de sacrées questions. Béatrice Houchard, c'est quand même aussi un constat d'échec pour la méthode Macron, parce qu'il a pensé, Emmanuel Macron a pensé pouvoir raisonner aussi bien sur le climat que sur l'accord iranien et que sur le G7, raisonner Donald Trump. Oui, donc il y a beaucoup de paroles, beaucoup de gestes. Ce qui est frappant, c'est qu'au G7 encore, on a vu beaucoup de gestes totalement surjoués, de complicité, que je te serre la main et qu'ensuite on voit la main en gros plan, la main de Trump avec broyée par celle d'Emmanuel Macron. Bon, tout ça est assez cours d'école quand même. Il s'agit des relations internationales, il ne s'agit pas de faire joujou entre copains de cours préparatoires. Donc je trouve qu'il surjoue beaucoup une espèce de complicité qui en fait est fracassée dans les heures qui viennent par les non-accords qui suivent. Ça a été vrai tout de suite après sa visite à Washington, ça a été vrai pour l'accord sur l'Iran, et là ça a été vrai sur le commerce. Et en même temps, pour parler comme lui, on est obligé de discuter avec des gens comme Trump ou Poutine, on ne peut pas rester avec ceux qui vous pourriez ajouter, Patrick, le leader iranien, Erdogan et d'autres encore, là on pourrait énumérer la liste. Et non, quand on jette ce petit regard circulaire sur la planète telle qu'elle est, il y a Trump, mais il n'y a pas que Trump, et le Chinois. Ce week-end, le Poutine était avec il faut Xi Jinping et avec Rouhani. Il faut faire avec ceux qui sont en place, faire au mieux. Alors qu'il y ait eu des choses surjouées, notamment par Macron, que ce n'ait pas été, ou que ce ne soit pas totalement sans bénéfice. Et par Trump d'ailleurs. Et par Trump. Mais pour voir ça d'un point de vue français, oui, certes, mais le problème, il dépasse en gravité et en enjeu de très loin une polémique éventuelle franco-française. C'est ce que Macron en a fait un peu, beaucoup, pas assez, au moment qu'il fallait. Bon, c'est certes. Mais justement, c'est suffisamment grave pour ne pas non plus en rajouter dans ce genre de mise en scène. La polémique du jour en France, là, faisons un peu du franco-français, ce sont ces concerts du rappeur Medine, programmés cet automne au Bataclan. Association de victimes et élus de droite s'indignent quand d'autres personnalités estiment qu'il faut respecter la liberté d'expression et que le Bataclan ne doit pas être un sanctuaire. Vous avez un avis sur cette affaire ? Alors moi, je suis jamais très à l'aise avec les interdictions, les censures de tous ordres. Ce qu'on peut trouver étrange, c'est que la direction du Bataclan, à moins que ça ne soit pour faire de la publicité, on ose l'imaginer, que la direction du Bataclan programme quelqu'un dont l'affiche, effectivement, alors il y a eu on a exhumé, je crois, si je puis dire, un vieil album intitulé Djihad avec un sabre. Moi, je suis pas du tout sur des paroles. Ça, c'était en 2005. C'était en 2005. Des chansons mais 2015, il n'y a pas si longtemps. De Medine, mais un certain nombre de propos sur il veut crucifier les laïcars comme à Golgotha, enfin des choses comme ça. Interdire, de toute façon, c'est faire de la publicité. Elle est faite, la publicité. La salle est seulement, on doit se battre pour prendre, pour avoir des places. Voilà, Dominique le confirme. Ce qui me frappe, c'est il y a beaucoup de divisions, y compris dans les familles de victimes. Il y a une association qui dit c'est pas la peine de faire des remous autour de ça. Il y a l'avocate de victimes qui, en revanche, s'émeut ce que l'on peut comprendre de cette programmation. Et si c'est effectivement surtout l'extrême droite, la droite qui ont lancé le débat pendant le week-end, il y a aussi des élus, La République En Marche, qui embrayaient cet après-midi. C'est un peu comme Dieudonné, si on interdit, on fait de la pub. C'est toujours la même question. Oui, mais alors là vous référez, chère Béatrice, probablement au titre d'un grand papier du Monde qui m'a profondément. Alors je ne veux pas détourner le sujet. Non, pas spécialement, c'est le concert, mais qui m'a profondément choqué. Parce qu'on a présenté ça comme une indignation de la fachosphère. Justement, ça va au-delà. Voilà. Alors, non, mais on est d'accord. Il faut dire les choses. Il y a un malaise considérable qui ne se limite évidemment pas à ce qu'il est convenu d'appeler parfois la fachosphère. Elle existe d'ailleurs, qui va bien au-delà. Moi, je sais pas que penser.
réclamer l'interdit, c'est servir la cause de ceux qui se poseraient à ce moment-là en victime d'une censure idéologique et politique odieuse. Et puis on n'est peut-être pas obligé d'y aller non plus, hein, si on n'aime pas. Voilà. C'est pas obligatoire, on n'est pas obligé d'y aller. Comme disait Béatrice, il y a les organisations de soutien aux victimes du Bataclan sont pas toutes exactement sur la même ligne, mais enfin il y a quand même une commune sur stupéfaction et indignation, à peu près. Oui, du choix qui a été fait. Du choix de cette programmation, étant donné ce qui s'est passé dans cette salle en novembre 2015. J'espère ne pas dire une bêtise, parce que je pense pas que ça existe. J'aimerais bien que des jeunes chanteurs français, enfin des jeunes chanteurs tout court, français c'est un pléonasme, des jeunes chanteurs bénéficient de chansons qui seraient une sorte d'hommage, mais pas officiel, mais leur façon de rendre hommage à ces victimes, puisqu'apparemment, ce serait un contrepoint plus utile que d'aller dire bouclons les portes et cela dit, ça va pas se passer bien le soir en question, ça va pas se passer bien. Alors le problème, c'est qu'il y a effectivement maintenant un risque de trouble à l'ordre public qui peut peut-être donner des arguments à une interdiction pour cette raison-là. Ouais. Merci beaucoup Béatrice Houchard, merci Dominique de Montvalon. Dans un instant, la page culture avec Corinne Touzé, Joachim Schnerf, puis Elodie Fondacci et Guy Boyer. Air France. France. La France. Is in the air. Je suis forêt, tu es savane. Je suis robe Vichy, tu es boubou. Je suis peuplier, tu es baobab. Je suis patate, tu es manioc. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez Abidjan, au départ de Paris, à partir de 459 € jusqu'au 13 juin 2018. Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus pour des départs du 10 septembre au 7 octobre 2018. Le Metropolitan Opera de New York et le Ballet du Bolchoï de Moscou vous donnent rendez-vous pour vivre une expérience unique en direct au cinéma. Des classiques intemporels interprétés avec virtuosité, des moments privilégiés sur scène et en coulisses au plus près des artistes. Ne passez pas à côté de l'opéra du Met au cinéma. Laissez-vous séduire par la grâce du Ballet du Bolchoï sur grand écran. Abonnez-vous ou réservez dès à présent vos places à l'unité sur patelive.com. La reprise de votre programme, ce n'est pas pour tout de suite. Pour vous éviter d'attendre, on aimerait bien accélérer le temps. Malheureusement, on n'a pas encore ce pouvoir. À la radio, en tout cas. En revanche, chez Nissan, pendant les jours pressés, si vous commandez maintenant votre Nissan Qashqai suréquipé avec entretien et assistance inclus, vous repartirez avec sans attendre. Et en plus, cette semaine, Nissan vous offre les 3 premiers loyers des crossovers Qashqai, Juke et X-Trail. Nissan, innover autrement. Valable dans LLD 49 mois avec apport sur véhicule disponible avec délai de livraison, si accordiaque jusqu'au 30 juin. Détails sur nissan.fr. En 2018, le festival Berlioz célèbre le premier acte de l'anniversaire de la mort du célèbre compositeur romantique. Au programme de cette édition sacrée Berlioz, 11 soirées symphoniques de haut vol, avec des œuvres magistrales de Berlioz, mais aussi des pièces de Bach, Haydn, Monteverdi. Retrouvez les chefs Sir John Eliot Gardiner, François-Xavier Roth, Laurence Equilbet et des interprètes virtuoses. Le festival Berlioz, du 18 août au 2 septembre en Isère. Informations sur festivalberlioz.com. Voilà, il est 19h30 sur Radio Classique. On retrouve Loïc Loury pour l'essentiel de l'actualité. Une bonne nuit de sommeil avant un sommet historique. Donald Trump et Kim Jong-un se rencontrent dans quelques heures à Singapour. Objet de ces discussions, la dénucléarisation de la Corée du Nord. Les deux dirigeants sont apparus très détendus. Malte n'accueillera pas l'Aquarius, mais l'île va envoyer des vivres aux 629 migrants secourus par le bateau français. Depuis hier, Rome et La Valette refusent de le voir accoster. Le navire est donc toujours en mer. L'Espagne accepte de l'accueillir, mais cela représente 1300 km à parcourir. Et puis le rappeur Medine accuse l'extrême droite de vouloir limiter la liberté d'expression. Il s'exprime ce soir dans un communiqué. Le chanteur doit se produire à la rentrée au Bataclan. Certains de ses morceaux font polémique. Je renouvelle, dit-il, mes condamnations à l'égard des attentats du 13 novembre 2015. La météo quand même, parce que c'est pas terrible en ce moment. Non, c'est pas terrible, mais un peu de patience, encore 2 jours, toujours une grosse trentaine de départements en alerte pour les orages de l'Alsace au Pays de la Loire actuellement. Vigilance inondation également près des Pyrénées. Demain encore, le ciel promet d'être très agité. Les températures dans la matinée, 14 à Cherbourg, 16 à Bordeaux et à Pau, 17 à Paris et Perpignan, 17 à Marseille et 19 à Nice. Merci Loïc Loury. Dans un instant, la page culture. Le Festival de la Roque d'Enterron, l'un des plus grands festivals de piano au monde, se déroulera du 20 juillet au 18 août.
Plus de 90 artistes, jeunes prodiges et solistes de renommée internationale se retrouveront au cœur de la Provence, sous les platanes, autour de l'instrument roi. Le Festival de piano de la Roque d'Enterron, du 20 juillet au 18 août. Renseignements et réservations au 04 42 50 51 15. Programme disponible sur festival-piano.com. Monsieur, vous m'entendez? Bougez pas, je vais vous sortir de là. Voilà, ça va aller maintenant. Tout le monde ne peut pas faire ça. Merci. Mais tout le monde peut faire ça. Du 9 au 17 juin, aidez-nous à sauver des vies en donnant la Croix-Rouge française. Carmen, le nouveau spectacle d'opéra en plein air, vous attend vendredi 15 et samedi 16 juin au domaine départemental de Sceaux. Retrouvez la passion et la fougue du célèbre opéra de Bizet, incarné par de jeunes talents d'exception. Carmen, vendredi 15 et samedi 16 juin au domaine départemental de Sceaux. Réservez vite à la FNAC et sur opéraenpleinair.com. Bonjour, c'est Ève Ruggieri. Si, comme moi, vous avez l'Italie au cœur, alors je vous attends à Florence pour l'un des plus grands festivals d'Italie, le Maggio Musicale Fiorentino, avec 3 des plus beaux opéras de Verdi, le Trouvère, Rigoletto et la Traviata. Verdi et le Maggio Musicale à Florence, un séjour radio classique avec Ève Ruggieri du 19 au 23 septembre, avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 45 61 90 90 sur radioclassique.fr ou intermed.com. Radio Classique, les invités culture de Patrick Poivre d'Arvor. Comme nous sommes lundi, il y aura forcément Guy Boyer. Et pas forcément, mais assez souvent quand même, le Centre Pompidou. Parce qu'il y a toute une série d'expositions formidables. On a parlé déjà de Chagall ici même. Et cette fois-ci, il faut parler de l'UAM, l'Union des artistes modernes, qui était une association autour de 1929-1930, qui prônait la modernité, absolument le fonctionnalisme. Et l'exposition est vraiment très intéressante parce qu'elle ouvre le débat. Bah, ça vous nous raconterez, parce que rien ne se démode plus que la mode, c'est donc intéressant de savoir ce qu'ils sont devenus. Élodie Fondacci va nous parler d'un roman. Oui, et puis d'une pièce qui ne se démode pas, puisque c'est Shakespeare. Et il y a quelques années, un éditeur américain a eu l'idée de demander à des romanciers de réécrire des pièces de Shakespeare sous forme de roman. Et Anne Tyler a écrit ce petit livre qui s'appelle Vinegar Girl, et qui est en fait l'adaptation de, je vous le dirai, de La Mégère apprivoisée. La Mégère apprivoisée, exactement. Joachim Schnerf, qui est avec nous, vient d'écrire un roman qui s'appelle Cette nuit, publié chez Zulma, et qui en plus vient d'obtenir le prix Orange du livre 2018. Donc on en parle dans quelques instants. On va commencer honneur aux dames par Corinne Touzet, qui est sur scène, pas ce soir parce que c'est lundi. C'est lundi. De toute façon, on est un peu tranquille, et qui est sur scène, mais qui est coincée dans un ascenseur quand même. Hein, on peut le dire, parce que votre pièce s'appelle Voyage en ascenseur au théâtre Yves Gauche, et en effet, physiquement, vous vous retrouvez coincé avec un garçon que vous n'auriez jamais dû rencontrer, si ce n'est dans l'ascenseur. Oui, c'est l'homme de ménage, vous savez, c'est ces personnes qu'on ne voit pas, qui arrivent le vendredi soir pour faire le ménage quand tout le monde est parti. Et quand vous revenez le lundi, tout est propre. Mais ce sont des gens qui ne font que passer. Et en fait, cette femme, c'est la femme du patron. Elle vient chercher son mari pour essayer de sauver son couple. Et malheureusement, parce qu'elle lui avait préparé un petit week-end en amoureux dans un bel hôtel à la campagne, et puis il est déjà parti. Elle prend cet ascenseur, et cet ascenseur se retrouve coincé au 2e sous-sol. Et ce qu'elle avait oublié, elle l'avait pas oublié, mais elle est obligée de le subir, c'est que c'est le week-end de l'ascension, donc il reste coincé. C'est embêtant quand on prend l'ascenseur. Voilà, 3 nuits, 4 jours, voilà. Et en fait, la pièce de Sophie Forte est un prétexte pour parler de l'intolérance et de la tolérance et de l'humanité, le peu qui nous reste. Et je trouve ça formidable d'arriver à faire rire dans une situation aussi dramatique, et c'est ce que Anne Bourgeois, notre metteur en scène, a réussi à faire. Pour moi, c'est une prouesse physique,
musique. D'ailleurs, vous entendez ma voix, elle est très très fatiguée et ça a un lien. C'est normal, c'est que parce voilà. 3 jours, vous appelez à l'aide. Oui, je hurle, je crie, mais parce que oui, mais en plus d'être enfermée, elle est névrosée, très très névrosée. Donc moi, je m'amuse énormément, mais le public aussi, parce que le public m'a jamais vu faire ça. Le public croit toujours que je suis quelque chose, vous voyez, de bien propre, tout ça. Un peu gendarme comme ça. Voilà. Et en fait, je suis tout sauf l'image que les gens se font de moi. Donc je suis une grosse déconneuse, je suis une grosse rigolote. Je viens du cirque, j'ai fait du clown pendant des années, de la commedia dell'arte. Donc là, je retrouve ma formation. Je saute, je crie, je hurle, je vole, je me roule par terre et j'ai un partenaire qui a une grande patience, qui est d'origine haïtienne et martiniquaise, qui s'appelle Jean-Ernst Marie-Louise, et on fait un duo improbable. Et je crois que les gens passent un joli moment, mais nous aussi. Alors, ce qu'il y a de beau dans la pièce, c'est qu'évidemment, votre personnage évolue. Bien sûr. Entre le premier moment, le vendredi soir, où elle est coincée, et puis le moment où elle se dégage, évidemment, elle reste névrosée, mais il n'empêche qu'elle apprend à connaître le partenaire. Oui, en fait, c'est très mignon, parce qu'hier, je discutais avec les gens, puisqu'on était en matinée, donc hier après-midi, et beaucoup de gens, il faisait très beau, donc les gens attendaient pour me voir, donc je suis restée une petite heure à discuter, c'était très agréable. Et les gens me disent, en fait, elle est super attachante, parce que quand elle commence à regarder l'autre et à lui parler différemment et à l'écouter, cet homme, en fait, est poète, il écrit, il chante, à un moment donné, on danse aussi. Elle découvre d'abord qu'elle est un peu patate, on va dire gentiment comme ça, qu'elle est pleine de préjugés, autocentrée, mais lui aussi. Donc en fait, c'est très intéressant de regarder ces deux univers que tout oppose, arriver à communiquer enfin ensemble et arriver à s'écouter. Et je pense que ces deux personnes, lorsqu'elles sortiront de cet ascenseur, seront très très différentes. Et en premier lieu, elle quittera son mari, ce qui ne sera pas une mince affaire. Oui, alors, elle sera beaucoup plus heureuse, je pense. On le connaît pas, parce qu'on le voit pas dans la pièce. Mais moi, je vais imaginer. Je suppose qu'il n'est pas très attachant, quoi. Oui, moi j'aime bien me fabriquer des. Alors j'ai imaginé où elle habitait, j'ai imaginé l'ameublement. Oui, j'ai tout. Et lui, je l'ai habillé pour l'hiver aussi. Et puis vous dire que c'est un travail qui est passionnant. J'ai un peu l'impression que c'est comme un exercice de style. On travaille sur 3 mètres sur 2. C'est très intéressant. Très très intéressant, et finalement j'y réfléchis beaucoup en me disant ça peut donner des idées à des cours, vous savez, de théâtre, d'avoir un périmètre très défini, très austère. Et Anne a eu cette idée grâce à Stéphane Cotin, qui est vidéaste et avec qui je travaille depuis 3 ans, parce que j'ai produit le spectacle en Avignon, d'alimenter cet espace avec des images vidéo qui font passer les jours et les nuits et qui rentrent à l'intérieur de leurs rêves pendant qu'ils dorment tous les deux. Et les gens sont assez surpris de ça, et ça devient très poétique. En fait, c'est une pièce qui bouge, elle est en mouvement. C'est pas un truc qui est arrêté. Contrairement à l'ascenseur qui lui bouge pas. Absolument. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Donc ça s'appelle Voyage en ascenseur, c'est au théâtre Rive Gauche. Tous les jours à 21h. Voilà. Avec Corinne Touzé notamment, et donc ce Jean-Ernst Marie-Louise qui est votre partenaire. Absolument. D'une certaine façon, Joachim Schubert, on peut dire que votre livre, Cette nuit, c'est aussi un huis clos. C'est un huis clos très, très prégnant, très prenant aussi. Oui, c'est aussi un huis clos parce que déjà, il y a une unité de lieu dans ce roman. Donc c'est l'histoire d'un vieil homme qui se réveille un matin, qui regarde à côté de lui et sa femme n'est pas dans le lit. Et c'est comme ça depuis maintenant quasiment 2 mois, parce qu'il est tout juste décédé. Il va devoir passer cette journée jusqu'à la soirée qui s'annonce, la soirée de la Pâque juive. Et donc lui est coincé, coincé dans cet appartement, coincé dans cette journée, coincé dans ce deuil qu'il va devoir avec lequel il va devoir apprendre à vivre en fait. Oui. Il n'est pas tout seul parce qu'il y a la famille. Donc aussi a ses problèmes. Exactement. Oui, il a toute une famille. Il a ses 2 filles notamment, les gendres évidemment et les petits enfants. Donc voilà, ça donne lieu à beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes, beaucoup de névroses parce qu'on est autour de la table et quand on a des caractères aussi différents et des problèmes qu'on traîne depuis des années, pour ne pas dire des dizaines d'années, forcément tout est sujet à explosion.
Alors, pour Corinne Touzé, ça se passe pendant le week-end de l'Ascension. Vous, c'est la Pessa. Hein, voilà, exactement. Voilà. Ça aide aussi d'avoir des comme ça, Oui, ce sont des soit borné. Exactement, ce sont des grands repères. Oui. Et aussi avec tout ce que ça apporte en tradition, en images. Là, en l'occurrence, pour la fête de Pessa, je pense que ça appelle un imaginaire très particulier à la fois dans les familles juives, mais en général, ce repas de famille autour d'une fête où on se rassemble, qu'on célèbre de la même manière chaque année. Ça peut être Noël, ça peut être peu importe la fête. On mange les mêmes choses, on raconte les mêmes histoires, on chante les mêmes chants, et on se retrouve là chaque année de manière très habituelle, sauf que cette nuit particulière sans la femme aimée sera forcément différente des autres nuits. Ça s'appelle tout simplement Cette nuit, c'est publié chez Zulma et vous avez eu le bonheur de recevoir le prix Orange du livre, ce qui rend heureux, j'imagine, oui, un auteur. Hein. Exactement, c'est une grande joie. En plus, c'est un prix qui est assez particulier parce que dans le jury, il y a aussi bien des écrivains, des libraires, des lecteurs, des blogueurs. Donc voilà, c'est un prix avec un nombre de jurys comme ça très différents. Donc voilà, ça fait c'est forcément pas plaisir. Un jury professionnel, quoi. Enfin, voilà, il y a des professionnels et aussi beaucoup de lecteurs. Bien, exactement. C'est pas les gens qui se retrouvent les uns les autres. Voilà, c'est pas en circuit fermé. Et puis pour la finale, c'est même le vote est ouvert au grand public d'ailleurs, pour partie. Donc voilà, c'est un prix qui fait plaisir en tant qu'auteur parce qu'on comprend à cet instant qu'on est lu et qu'éventuellement on est apprécié. Donc ça fait évidemment un grand plaisir. Vous n'écrivez pas depuis si longtemps d'ailleurs. Votre premier livre, c'était il y a quoi, 3 ans? Il y a 4 ans, effectivement, 4 ans, oui. Hein. C'est assez nouveau. En tout cas, le format romanesque, parce que voilà, j'ai toujours aimé écrire des petites choses, des nouvelles, de la poésie. Le format romanesque est plus récent dans mon écriture. Et dans la vie, vous pouvez vivre de l'écriture simplement? Alors, je vis de la lecture aussi parce que je suis éditeur. En fait, je travaille aux éditions Grasset comme éditeur de littérature étrangère. Donc voilà, je lis nos amis auteurs étrangers et voilà, on essaie de trouver les nouvelles pépites pour les faire traduire en langue française pour le lectorat français. Très bien. En tout cas, félicitations pour ce prix. Donc, ce prix Orange pour ce livre qui s'appelle Cette nuit, que je vous recommande. Chez un éditeur que je vous recommande aussi, parce que c'est pas le plus connu de tous, hein, évidemment, Zulma, mais il a une politique avec des Hubert Haddad et autres très exigeante. Joachim Schnerf. Dans un instant, Élodie Fondacci va nous parler encore de livres, mais un livre étranger. Et voilà, vous avez 40 ans. Et ça fait 40 ans que vous êtes trop jeune. Trop jeune, ado, pour avoir un scooter. En seconde, pour sortir avec un terminal. Quand vous avez commencé à travailler, vous manquiez d'expérience. Trop jeune encore. Et voilà, vous avez 40 ans. Et vous êtes assez grand pour tout, même pour porter des lunettes. Si vous êtes né entre 1968 et 1978, venez tester gratuitement votre vue chez Atoll et découvrir les verres Essilor. Atoll, mon opticien. That's all. Ce test n'est pas un examen médical. Dispositif médical CE. Le musée d'art moderne rend hommage pour la première fois à Zhao Wuqi, un peintre au croisement de la Chine et de l'Occident. Zhao Wuqi quitte la Chine et arrive à Paris en 1948, au moment où l'art vivant commence à se partager entre les États-Unis et la France. Son œuvre traverse les débats esthétiques qui marquent le développement de l'art moderne. À travers des œuvres de très grande dimension, l'exposition donne à voir la portée universelle de son art, le plaçant ainsi aux côtés des plus grands artistes du XXe siècle. Zhao Wuqi, L'espace et silence, actuellement au musée d'art moderne de la ville de Paris. Le festival de la Roque d'Enterron, l'un des plus grands festivals de piano au monde, se déroulera du 20 juillet au 18 août. Plus de 90 artistes, jeunes prodiges et solistes de renommée internationale se retrouveront au cœur de la Provence, sous les platanes, autour de l'instrument roi. Le festival de piano de la Roque d'Enterron, du 20 juillet au 18 août. Renseignements et réservations au 04 42 50 51 15. Programme disponible sur festival-piano.com. Vous avez des rêves de plein air? Au Vieux Campeur vous équipe pour les réaliser. Que vous pratiquiez la montagne, la grimpe ou la randonnée, Au Vieux Campeur, la référence depuis toujours dans ces activités, est à vos côtés avec un choix considérable et des prix garantis au plus bas du marché. Au Vieux Campeur, né au quartier latin à Paris, vous invite à consulter auvieuxcampeur.fr pour découvrir ce qu'est vraiment Au Vieux Campeur, ce qu'il a de plus et de différent, et les adresses dans les autres villes. Au Vieux Campeur vous équipe pour réaliser tous vos rêves de plein air. Radio Classique. Alors, un
roman américain aujourd'hui paru chez Phébus, qui s'appelle Vinegar Girl d'Anne Tyler. Donc ça veut dire la fille vinaigre, quoi. Hein. Voilà, exactement. Anne Tyler, puisqu'on a un spécialiste de littérature étrangère face à nous, et bien sûr, vous devez la connaître. C'est une magnifique romancière américaine. Prix Pulitzer. Oui, elle a été prix Pulitzer en 1989 pour Leçons de conduite, mais elle a quand même une vingtaine de romans à son actif. Et elle aime, en tout cas, ce qu'elle fait très bien, c'est d'écrire les petits drames minuscules qui se jouent dans les familles. Alors peut-être d'une façon un petit peu plus gaie que la vôtre, parce que votre livre est très triste. Ici, on a une comédie, en fait, un peu une comédie sentimentale avec une famille qui s'appelle la famille Battista, dont le père est un personnage haut en couleur. C'est un veuf qui est un chercheur, un scientifique qui ressemble un petit peu à un homme sorti d'un livre pour enfants, parce que il est lunaire, il est dépenaillé, il n'a absolument aucun sens pratique. Ce qui l'intéresse, ce sont surtout ses recherches dans son laboratoire avec son assistant qui s'appelle Piotr, et il est beaucoup plus au fait de la façon dont on élève les souris de laboratoire que 2 filles. Or, 2 filles, eh bien, il en a, et c'est assez... 2 souris blanches aussi. Oui, hein, alors blanches. Il y en a une qui s'appelle Bianca. Alors voilà, exactement. Voilà. Ça, tout à fait par hasard. Sa fille aînée s'appelle Katharina, surnommée Kate, elle a 29 ans, et elle, depuis la mort de sa mère, elle tient la maison, ce qui arrange d'ailleurs assez bien son père, parce que il est très content d'avoir quelqu'un à demeure qui puisse faire tourner un peu la boutique, faire les courses, la déclaration d'impôt, et puis surveiller justement cette fameuse Bianca, surnommée Bunny, qui elle a 15 ans et n'a qu'une idée en tête, c'est de faire venir le plus de garçons possible dans sa chambre. Donc effectivement, Kate dans l'histoire est un petit peu celle qui est sacrifiée, puisqu'elle a renoncé à l'université pour être à la maison, c'est plus simple pour tout le monde. Elle travaille en tant qu'assistante maternelle dans une école assez puritaine de Baltimore, tenue par de vieilles institutrices respectables, et elle s'achemine finalement au fur et à mesure vers une destinée un petit peu de vieille fille. Voilà. Et puis un jour, son père lui demande de venir dans le laboratoire. Et ça l'étonne énormément parce qu'il l'appelle pour lui dire qu'il a oublié son déjeuner. Sauf que ça lui met la puce à l'oreille parce qu'il l'oublie tous les jours et d'habitude il s'en fiche et ça ne lui pose aucun problème. Donc elle arrive et son père lui présente son fameux assistant qui s'appelle Piotr Sherbakov, qui est russe, et il lui vante les mérites tout d'un coup de ce garçon de façon très excessive et pas du tout légère. Et donc elle le regarde, il lui dit qu'il est le meilleur de son domaine, qu'il est exceptionnel, qu'il y tient comme à la prunelle de ses yeux, que sans lui il n'y a plus de recherche dans ce laboratoire. Donc elle ne voit pas très bien où il veut en venir. Elle regarde ce garçon avec une certaine indifférence. Il est assez massif, il a un accent à couper au couteau, une façon assez personnelle de manier la langue anglaise. Et donc elle sort en haussant les épaules. Est-ce qu'il voulait en venir où, le père? Eh bien, en fait, il finit par l'expliquer. Enfin, en tout cas, avec une certaine maladresse, elle finit par le comprendre. Il se trouve que le visa de ce Piotr arrive à expiration dans quelques semaines et que c'est une catastrophe pour ce monsieur Battista parce que, évidemment, sa carrière est littéralement finie si ce garçon passe la frontière. Donc il a trouvé un petit moyen, c'est un petit service, 3 fois rien, il faudrait qu'elle l'épouse. Voilà, donc ça peut être une merveilleuse opportunité pour cette jeune fille, lui dit-il, et elle est évidemment absolument folle de rage. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous l'avez entendu, c'est que à l'origine de ce livre, il y a une idée d'un éditeur américain qui, en 2016, a proposé à plusieurs grands romanciers américains, par exemple à Margaret Atwood, à Tracy Chevalier, d'adapter en roman des pièces de Shakespeare. Donc, elle a hérité de La Mégère apprivoisée. Ah ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez en tête la pièce de jeunesse de Shakespeare. C'est mon rêve, donc je peux encore le faire. Si vous savez crier et vous roulez par terre, vous êtes prête. Il y a Battista dans... Voilà, Battista, c'est effectivement le même nom que ce père de famille qui doit caser sa fille aînée. Catherine est devenue Kate, Katharina est devenue Kate. Et donc voilà, Anne Tyler a très bien réussi à relever ce défi, ce qui n'est pas simple, parce que c'est pas une pièce très féministe, on va dire. Non. Et elle en fait une comédie musicale, sentimentale, douce amère, qui est à la fois sur le mariage blanc et puis aussi sur les relations père-fils. C'est tout un film. Vinegar Girl, c'est aux éditions Phébus, et voilà déjà un rôle pour Corinne. Ah oui, Katharina. Anne Tyler. Et pendant que j'y suis, je voudrais vous dire, j'ai lu une biographie intéressante sur Gérard de Villiers, signée Benoît Franck Balme. Il est un personnage un peu sulfureux aussi et qui vient de paraître chez Plomb, avec des témoignages qui éclairent d'un jour nouveau ce personnage que fut Gérard de Villiers. Dans un instant, Guy Boyer. Patrick Poivre d'Arvor sur Radio Classique.
Alors, Guy Boyer, donc on disait, il n'y a rien qui se démode plus vite que la mode, bien sûr, mais... c'est un peu le cas, c'est intéressant parce que l'exposition pourrait mettre ça aussi comme sous-titre. On a mis une aventure moderne, mais on pourrait aller plus loin que ça. Parce qu'en fait, l'Union des artistes modernes, donc l'UAM, c'est un peu, si maintenant ça commence un peu à rentrer dans la tête des Français, un peu comme le Bauhaus en Allemagne, comme un autre mouvement qui était en Hollande qui s'appelle De Stil, c'est-à-dire des associations d'artistes, architectes, des peintres, des sculpteurs, des graphistes, des relieurs, des photographes, tous travaillant un peu avec la même idée dans la tête, là, pour l'UAM, de défendre la modernité, mais de la modernité dans ce cas-là de plus radical. Le côté fonctionnaliste. On aime les meubles avec des bois les plus raides possibles, des fauteuils avec des tubes de métal, éventuellement, vous savez, les tendeurs qu'on faisait là pour les vélos. On n'a pas envie de s'asseoir sur ces fauteuils. Mais donc, c'était ça leur idée. L'idée, c'est là. Alors, l'exposition, elle est intéressante puisqu'elle va puiser les origines très longtemps à l'avance. La première salle, ça ouvre en 1900 avec de l'art nouveau, avec les artistes nabis comme Bonnard, Vuillard, les papiers peints, vous savez, dans les intérieurs un peu chargés, les meubles un peu floraux. Tout ça pour dire que c'est un peu la même origine, comme en Angleterre avec l'Arts and Crafts. On a réfléchi à faire du mobilier pour tout le monde. Et alors, on part de là pour en arriver aux années 20, aux années 25 avec un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle L'Inhumaine, le film de Marcel L'Herbier. Eh bien, dans le film de Marcel L'Herbier qui parle beaucoup de modernité, on voit les meubles, et ils sont exposés d'ailleurs au Centre Pompidou, comme le sofa-canapé Corbeil de Pierre Charot, recouvert avec une tapisserie d'après Jean Lursa. Eh bien, c'est ces meubles-là que l'UAM va essayer de mettre en scène et va essayer de présenter régulièrement à partir du moment où elle est fondée, c'est-à-dire en 29. Et jusqu'à quand à peu près? Alors, ce mouvement va durer jusqu'à la reconstruction de la France après-guerre, jusque dans les années 50. Une exposition importante comme Formes utiles, objets de notre temps, ça dit bien ce que ça voulait dire, dure à ce moment-là, va être un des derniers moments. Et puis, vous savez, les étagères colorées de Charlotte Perriand, enfin, c'est cette période-là, et ça se termine en 1958. Alors, ce qui est important, c'est surtout qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus beaucoup d'ensembles conservés. Tous ces artistes qui avaient travaillé au même moment et pour certains commanditaires importants, comme les Noailles, par exemple, à la Villa Noailles hier, comme Jacques Doucet, le célèbre couturier qui était aussi collectionneur, eh bien, tous ces ensembles ont un peu été éclatés. Il en reste quand même quelques-uns. Alors, il en reste pas. Alors, les objets sont conservés, mais il n'y a plus beaucoup d'endroits où on voit à la fois les paravents, le papier peint, l'architecture, enfin, tout ce mélange qui faisait l'originalité de l'UAM, et souvent aussi parce que ces créateurs ont travaillé ensemble pour des expos. L'expo de 25, l'expo de 37, donc où ils présentaient des propositions complètes, prêtes à meubler, avec, encore une fois, mobilier, reliure, les livres, tout ensemble. Et même la mode, tout à l'heure vous disiez, c'est ce qui se démode le plus rapidement. Rappelez-vous que Sonia Delaunay, la femme de Robert Delaunay, le peintre, eh bien, a réalisé des costumes, des vêtements de femmes qui sont présentés. Il y a tous les dessins qui montrent bien ces interactions qui existaient. C'est jusqu'à quand à Beaubourg? Alors, l'exposition dure jusqu'au 27 août. Et puis, si j'ai encore une seconde. Peut-être vous dire de regarder deux objets en particulier. Les lampes de Le Chevalier en aluminium. C'est un truc de fou. Comme des fleurs en aluminium qui sont en fait des luminaires, et puis pour les dames, parce que c'était un accessoire de dame à l'époque, des étuis à cigarettes art déco absolument sublimes de Raymond Templier. Eh ben merci beaucoup Guy Boyer, c'est la fin de ce 19h-20h réalisé par Bertrand Dorigny. Dans un instant, Florence Belkacem et son invité pour une certaine idée de la France, et à 20h, le journal du classique de Laure Maison. Très bonne soirée à tous. Radio Classique. Un opéra de Rossini, c'est déjà un morceau d'Italie. Et l'Italie, vous pensez la connaître. Vous avez déjà soupiré sous les ponts vénitiens, conversé avec César sur le forum romain, flâné avec Botticelli dans les musées florentins.